Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau cours de spécialité de SVT pour le niveau de première. Alors, pour commencer, clac, on va essayer de se resituer. Je fais un rappel, la majorité des documents, à partir du moment où vous n'avez pas de lien, c'est que les documents que vous voyez sont donc tirés du bouquin de l'édition Bordaz de 2019 pour l'enseignement de spécialité du niveau de première. Alors, nous avons vu la dernière fois dans ce chapitre 16 qui porte sur les services rendus par les écosystèmes et notamment par celui de la forêt. Maintenant, on va s'intéresser, on avait vu au cours d'avant l'exploitation de la forêt par l'homme, maintenant on va essayer de voir concrètement quels sont les différents services rendus par les forêts. Alors, il y a un truc déjà qui va vous paraître évident, c'est que si on utilise des forêts, si on exploite des forêts, c'est pour récupérer du bois. Et le bois, ça peut servir pour faire par exemple des instruments de musique, comme cette magnifique guitare, cet exceptionnel violon, cette incroyable batterie, et oui, les fûts sont bien en bois, cet incommensurable instrument avant, une magnifique flûte, et ensuite un magnifique piano. Donc tous ces instruments-là sont faits en bois, mais on pourrait aussi rajouter le fait qu'on ait des charpentes qui soient composées de bois. Donc tout ça, c'est donc de la biomasse qu'on va utiliser pour pouvoir fabriquer des objets. Juste pour vous dire, mais tous ces instruments-là, rien que sur le marché français, ça représente au total 500 millions d'euros. Et vous avez donc les différentes parts de marché des différents types d'instruments. Donc tout ce qui est cordes pincées, c'est les guitares et compagnie. Vous voyez quand même que voilà, ça fait 36% de 500 millions, ça fait quand même beaucoup d'argent tout ça. Donc ça n'est pas anodin, c'est quand même quelque chose qui pèse sur le marché. Alors, moi, les exercices sur lesquels je veux vous faire travailler est forcément autre que de l'exploitation pure et simple du je récupère du bois pour fabriquer des choses ou pour le brûler pour pouvoir chauffer dans la cheminée. Moi, ce que je vous propose, donc, c'est des études d'exercices pour voir des services un peu autres, un peu plus indirects, auxquels vous pensez peut-être un peu moins de ces fameuses forêts. Donc, quels sont les intérêts pour l'homme d'avoir des bonnes forêts, des forêts en bonne santé, puisque les forêts vont avoir des actions que l'on va pouvoir étudier au travers de ces fameux documents que je vous ai fait passer par éclat. Alors, primo, donc les services rendus par l'écosystème de la forêt. Donc primo, activité 3, je vous demande de me démontrer que les forêts ont un impact sur la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Donc en gros, c'est un impact sur l'environnement. Donc vous avez un premier document avec, sur le côté gauche, un diagramme qui vous montre la quantité de nitrate dans les eaux du sol à peu près à 1 mètre de profondeur avec différents couverts végétals. Et à droite, vous avez un graphique qui vous montre la quantité de nitrate dans l'eau du sol dans des forêts qui sont situées en Lorraine. Et on fait ces analyses-là avant et après une tempête qui s'est déroulée. Je ne sais plus si c'est en 99 ou en 2000, enfin bon, bref. Et oui, je suis bête, c'est écrit ici, donc en décembre 99. Oui, pendant l'année, du coup, non, c'est l'année 2000, excusez-moi. Et donc, on fait ces mesures au fur et à mesure. Et en fait, vous avez un code couleur en bleu ici qui correspond à une forêt qui a été dévastée, avec des dégâts à 90% dans la forêt. Et une autre courbe en vert qui correspond à une forêt qui a subi entre 20 et 40% de dégâts. Ensuite, j'avance, on fait des mesures au niveau de l'atmosphère. Et là, vous avez donc un graphique qui vous montre les différents flux. Donc si c'est en moins, ça veut dire qu'on va avoir une direction qui va partir de l'arbre jusqu'à l'atmosphère. Et si on est dans le positif, ça veut dire qu'on va avoir des flux qui vont partir de l'atmosphère et aller dans la biomasse. Donc ici, vous avez un graphique du flux net de CO2 au cours d'une journée. Et là, on fait exactement la même chose, sauf que c'est pas au cours d'une journée. Regardez bien ici, c'est au cours du temps, mais par année.
Donc là, vous avez des flux qui ne sont pas sur la même échelle de temps. Et pour finir, vous avez un document avec 2 photos qui vous montrent ces fameux appareils qui montrent les flux de CO2, enfin les flux de carbone finalement, au niveau de la canopée d'une forêt qui est située à Hesse en Allemagne. Alors, si on avance, on a un dernier document, l'érosion des sols. Donc là, vous avez un tableau qui vous montre le ruissellement. Donc en gros, la quantité d'eau qui va s'écouler sur le sol et aussi l'érosion du sol pour une forêt. On considère que forêt à un niveau 0. Et après, vous avez différentes exploitations des forêts. Donc traditionnelles, c'est bon, le bûcheron qui se promène avec une tronçonneuse et qui va en récupérer quelques-unes, manuel aussi. Et total, en additionnant... quand on va vraiment découper tous les arbres et puis mécaniser, ce sont vraiment les coupes rases avec tous les outils mécaniques qui sont là. Donc voilà, vous avez différentes exploitations de forêt et puis vous voyez l'évolution du ruissellement et de l'érosion du sol. Et là, vous avez une image qui vous permet de voir le ruissellement et en même temps l'érosion du sol, puisque vous avez vu que l'eau est très très foncée, elle est très chargée en particules. Et si elle est très chargée en particules, ça veut dire qu'elle a arraché beaucoup de particules et donc que l'érosion est forte. Donc là, on est dans le cas d'un champ. Vous voyez que l'érosion est forte. Donc, à vous de jouer. Alors attendez, il y a un petit bug. Donc à vous de jouer, il n'y a pas du tout de bug, désolé. Je vous demande de me démontrer que les forêts ont un impact sur la qualité de l'air, de l'eau et du sol. À vous de jouer, c'est parti. Ah. Et hop là. Bien, allez, c'est parti. Je commence par le premier document. Là, ça va être sur la qualité de l'eau. Si on commence par ici... on fait l'analyse de cette partie-là. Déjà, il y a un premier truc qui est intéressant à noter, c'est ces petits pointillés qui sont en rouge. Donc, quand on est à 50 mg par litre de nitrate dans les eaux à consommer, en fait, cette limite-là, c'est une limite qui est fixée pour l'eau potable. Si vous êtes au-dessus, ça veut dire que cette eau, il vaut mieux éviter de la consommer puisqu'il y a trop de nitrate. Et si on est en dessous, ça veut dire que l'eau est consommable. Déjà, il y a un premier truc qu'on peut constater, c'est que de l'eau qui est passée par des surfaces de sol pour le maïs fourragé ou les céréales de printemps ou le colza, ces eaux-là, il faut éviter de les consommer. Ensuite, quand on est en dessous, pour le blé d'hiver, les prairies temporaires, les pâtures, les prés de fauche ou les forêts, là on peut consommer. Et ce que l'on constate, c'est que le couvert végétal qui permet d'avoir le moins de nitrate, le moins de ces cochonneries-là, eh bien, il s'agit des forêts. Donc les forêts, ça, visiblement, c'est un écosystème qui permet vraiment de limiter la quantité de nitrate qu'on va retrouver dans l'eau du sol. Ensuite, deuxièmement, quand on s'intéresse de l'autre côté ici, on se rend compte aussi que la bonne santé d'une forêt va aussi jouer sur l'efficacité de ce rôle de filtre à nitrate pour le sol. Regardez, quand on a donc les deux forêts qui ont à peu près le même type de comportement, on se rend compte qu'à partir de la tempête, la forêt qui aura été le plus touchée qui aura subi le plus de destruction, on va avoir une explosion du niveau du nitrate qui va aller jusqu'à au-delà de 12 mg par litre d'eau, alors que la forêt qui aurait été moins touchée, on va avoir une augmentation certes de niveau de nitrate dans les sols, mais ce niveau de nitrate ne va pas aller jusqu'à 12 mg par litre, on va monter maximum jusqu'à 4. Ce qui veut dire que le fait d'avoir une forêt suffisamment en bon état, contrairement à l'autre, ça va permettre de limiter par 3 la quantité ça va permettre de diviser par 3 la quantité de nitrate dans les sols. Donc, une forêt qui est en bonne santé, ça permet vraiment en gros, de dépolluer les eaux du sol. Et c'est grâce à ça, notamment dans certaines régions, le fait de pouvoir exploiter cette eau de source et puis pouvoir la revendre après, l'air de rien, c'est un service. Après, c'est un service économique. On va pouvoir vendre cette eau de source parce qu'elle est de bonne qualité, et ça, grâce à une forêt. Si on s'amuse à tout déboiser, très vite, il y a fort à parier que la qualité de l'eau sera beaucoup moins bonne et on ne pourra pas l'exploiter ni la vendre. Ensuite, j'enchaîne avec ce document. Primo, document qui est tout à droite. Vous avez l'appareil qui mesure les différents flux de CO2. Premièrement, on va faire à l'échelle quotidienne, on va faire une analyse toute bête, c'est qu'entre 0 et 24 heures, on constate
Pardon, on constate qu'on a un flux entrant qui est majoritaire, qui se passe pendant le jour, et que pendant la nuit, on va avoir un flux sortant qui va se faire donc pendant les périodes où il y a beaucoup moins donc de lumière. Alors, il y a quand même un truc qui est assez étonnant, c'est ici le fait qu'on va avoir une consommation, c'est quand même assez bizarre ici. Mais bon, bref, on s'en fiche. Le tout à retenir, c'est que sur 24 heures, alors, les flux entrants vont aller jusqu'à 20 micromoles par mètre carré par seconde. En moyenne, en gros, si vraiment on devait faire un plateau, on serait aux alentours d'une valeur de 15 en moyenne. Et quant à la nuit, on est plutôt entre 5 et 10. On va dire qu'on est à peu près... Bon, allez, je vais accentuer le truc. On va dire qu'on est à 5 micromoles par mètre carré par seconde. Donc si on fait le différentiel, on a quand même finalement un flux entrant qui est plutôt de plus 10 au final. Par mètre carré par seconde. Donc on a un flux qui est plutôt positif. Maintenant, si je fais la même chose à l'échelle de l'année, vous remarquerez que chaque année, globalement, en écrétant un petit peu avec les journées, les nuits et tout, on remarque qu'on va avoir des énormes pics qui vont se former. Et ces pics-là, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'ils vont se répéter chaque année. Et en fait, ces pics-là, ça va correspondre à la belle saison. C'est-à-dire au printemps, à l'été, où on va avoir des énormes pics de flux de carbone qui vont aller en direction de la biomasse. En gros, ça correspond au pic de photosynthèse. Et pendant les saisons, on va avoir moins d'eau disponible et moins de lumière. On va avoir donc la respiration qui va reprendre le relais avec des flux sortants donc de carbone, donc plus de CO2 qui va aller en direction de l'atmosphère, qui va se faire donc pendant les mauvaises saisons, automne et hiver. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en termes de valeur, encore une fois, là on va être à peu près à avoir des pics jusqu'à 30. Là on a plutôt des plateaux qui vont se limiter, on va dire jusqu'à 10, voilà, à peu près 10 grammes par mètre carré par jour. Donc si on fait un peu la moyenne, malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est que le bilan reste quand même positif. Ce qui veut dire que les forêts nous rendent un service, ce sont des puits de carbone, donc nous qui nous amusons à brûler des tonnes et des tonnes de pétrole, charbon, gaz, etc., qui rajoutons du CO2 dans l'atmosphère, l'air de rien, avoir des forêts, ça nous permet de restocker un petit peu CO2 qu'on a trop tendance à rajouter, et ça permet donc de limiter le réchauffement climatique. Donc avoir des forêts en bonne santé, c'est quand même très important par rapport à ça, ça pourrait nous aider à limiter le réchauffement climatique. Ensuite, j'enchaîne avec l'érosion des sols. Là, c'est pas compliqué. Le truc qu'on voit, c'est que plus on va décaper, plus on va détruire les forêts, plus l'érosion des sols va être importante. Là, il n'y a pas photo. En gros, à partir du moment où on fait en sorte d'augmenter le ruissellement de l'eau après qu'on ait une pluie, plus le ruissellement est important, plus le ruissellement va éroder le sol. Et je rappelle que le sol, c'est une structuration qui met des dizaines d'années pour se mettre en place. Donc c'est vraiment très long, voire centaines d'années si on veut avoir un sol épais de plusieurs mètres. Donc c'est une denrée qui est rare, et le problème c'est qu'à force de détruire les sols avec des champs où il n'y a rien pour les protéger, le problème c'est qu'on se retrouve avec des sols dans un état qui est de pire en pire, et à cause de ça, il y a certains champs qui vont finir par ne plus être exploitables parce qu'il n'y a plus de structuration du sol, il n'y a plus d'humus, alors ce qui fait qu'on augmente les intrants, on va rajouter du fumier pour de la matière organique, on va rajouter plein d'autres cochonneries, plein d'autres produits chimiques, du nitrate et compagnie, ce qui fait qu'on augmente aussi les risques de pollution alors qu'il y a un phénomène naturel qui permettrait d'éviter de rajouter des intrants, et en plus ça coûte cher. En gros, ça sert à rien. Alors, ensuite, un autre type de service auquel on peut penser, c'est donc le fait qu'on ait une belle biodiversité. Comme autre service, ça va être un service plutôt culturel, ça va permettre d'attirer des touristes, et donc ça va permettre de faire tourner un petit peu l'économie aussi en termes de culturel. Donc le fait d'avoir une belle forêt, donc là c'est le cas de la forêt d'Orléans, ça permet donc d'attirer du monde, et en plus on va avoir des belles plantes, etc. Et on va, avec la curiosité des visiteurs, donc on va avoir des gens qui vont pouvoir venir ici. Et il y a aussi un autre exemple en termes de divertissement. Si vous prenez l'acrobranche aussi, ça peut très bien rentrer là-dedans. Donc c'est une activité où des entreprises se basent là-dessus, ça fait gagner de l'argent. Tout ça grâce au service de la forêt, avec un cadre idyllique pour pouvoir s'amuser. Alors, voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, il y a 3 services que peuvent apporter les forêts. D'abord,
c'est le premier service auquel on pense en premier, c'est les apports, donc services écosystémiques d'approvisionnement, c'est-à-dire que ça nous approvisionne en bois, par exemple. Ça va aussi nous approvisionner en molécules thérapeutiques, en médicaments et ou aussi en eau. Parce que les forêts sont aussi en partie des stocks d'eau et surtout de l'eau de bonne qualité. Ensuite, ça permet d'assurer la régulation de flux, c'est-à-dire de bien faire puits de carbone pour éviter de trop rejeter de carbone. Donc ça permet de recapter du CO2 et en même temps ça permet de dépolluer les eaux avec notamment le nitrate qui va être capté par les racines. Et ensuite, il y a un dernier élément, c'est tout ce qui est culturel, des services culturels, des divertissements. Ça aussi, c'est en termes de divertissement, c'est quelque chose d'assez important. Les forêts, un bel écosystème, ce sera toujours plus attrayant, et ce qui fait qu'après, vous pouvez avoir plein d'hôtels qui vont se construire autour de tout ça pour pouvoir profiter de certains... donc de ce cadre-là. Alors, ensuite, en termes économiques, je vais vous demander en fait de me montrer que l'étude des documents là qui vont suivre, je vous demande de me montrer que les forêts rendent également des services économiques en plus de l'exploitation, donc le fait de prendre du bois pour les industries et le chauffage. Vous avez deux documents, un document qui vous montre un graphique avec deux cas qui sont étudiés. Alors, en gros, vous avez en bleu foncé, c'est quand on a une forte inondation, et en bleu clair, quand on a une faible inondation. Donc là, on regarde le débit d'une rivière dans deux conditions différentes. Sans forêt à côté, ou avec forêt, enfin, avec ou sans couverture végétale autour de la rivière. Et quand on est en pointillé, ça veut dire qu'on a une présence de couvert végétal, et quand on a le trait en continu, c'est qu'il n'y a pas de couvert végétal. Le foncé, c'est quand le débit, l'inondation est très forte, et quand le bleu est clair, c'est que l'inondation est moins importante. Ensuite, deuxième élément, c'est la comparaison du prix de l'eau et avec le boisement des différents départements français. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à me comparer un petit peu, de travailler un peu tous ces documents et essayer de les exploiter pour m'avancer un petit peu vos analyses. Allez, c'est parti, à vous de jouer, au travail. Bien, alors, on va commencer par... allez, on va prendre le bleu foncé. Si vous regardez la courbe qui est en trait continu bleu foncé, on est donc dans le cas d'une inondation qui est forte et surtout sans couvert végétal. Il n'y a pas de végétation autour. Si on fait le même type d'inondation mais avec un couvert végétal, vous remarquerez qu'il y a un différentiel entre les deux, il y a un écart. On remarquera que le débit de la rivière est bien moins important quand on a une couverture végétale. En termes de valeur, on doit être à peu près à 150, au moins 100, je dirais même 150 mètres cubes par seconde en moins. Donc le débit est bien moins important, ce qui veut dire que l'inondation est moins dangereuse. Deuxièmement, il y a aussi un autre élément qui est pertinent ici, c'est en bas, en termes de temps, on se rend compte que le débit va monter jusqu'à faire son pic. Le débit de la rivière va augmenter beaucoup plus tard. On a à peu près 12 heures d'écart. Donc ça veut dire que quand on a de forts orages, l'inondation va arriver beaucoup plus tard. Donc quand on a des orages très localisés, ça permet pour les gendarmes, les policiers, etc. de pouvoir évacuer à temps les différentes personnes. Ça permet aussi de se protéger, d'anticiper. Donc le fait d'avoir un délai d'une demi-journée à peu près, ça a quand même son rôle. Ensuite, on fait le même travail, mais pour une inondation qui est plus faible. Là, on a un pic qui est aux alentours, je sais pas, je dirais à peu près 400 ou non, 350. Donc, on a une certaine valeur ici, et quand on a un couvert végétal, on voit qu'on a toujours un écart qui va être moins important que précédemment, mais malgré tout, on a une inondation qui est moindre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a presque 24 heures d'écart. Là, grosso modo, on doit être à 20 heures. Donc, en termes de remontée. Ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que les pentes aussi ne sont pas les mêmes. Là, vous voyez que la courbe est beaucoup plus progressive, et puis là, ça monte d'un coup. Donc, bon, certes, la montée va se faire plus tard, mais elle va se faire un peu plus rapidement. Mais après, étant donné qu'on a vraiment beaucoup plus de temps pour se préparer,
ça permet aussi d'anticiper cette montée-là. Mais vu qu'aussi elle est moins importante que l'autre, finalement, il y a un énorme avantage d'avoir de belles couvertures végétales, notamment des forêts. Finalement, on se rend compte que la présence d'une forêt, ça va avoir deux impacts. Ça va limiter les pics, comme ici et surtout comme ici. Et aussi, on va avoir des délais de montée des eaux qui seront plus importants par rapport à une zone où il n'y a pas de couverture végétale. Donc c'est un gros reproche notamment qu'on fait en termes d'aménagement du territoire, notamment dans le sud de la France. Vous savez qu'il y a des épisodes qu'on appelle des épisodes cévenols qui se passent tous les mois d'octobre et novembre. Il y a souvent donc des inondations qui se passent dans le sud de la France et le problème c'est qu'avoir fait trop de déforestation sur le maquis dans l'arrière-pays, ça fait qu'on a beaucoup moins d'arbres qui permettent de retenir l'eau et on se retrouve avec en plus on a des intensités de plus en plus fortes avec un climat qui est un peu plus chaud et donc des orages qui sont plus puissants. À cause de l'aménagement du territoire, on se retrouve avec des inondations qui sont souvent très violentes et avec la présence des forêts dans ces secteurs-là, ça permettrait d'atténuer un petit peu ces catastrophes naturelles. Ensuite, si on enchaîne, on fait notre analyse sur ces cartes-là. L'analyse, elle est très simple. On prend deux zones, on va regarder dans l'Est, on voit que dans l'Est, on a un boisement qui est important. Et conséquence, il y a un truc qu'on remarque, c'est que ces zones où il y a beaucoup de forêts, eh bien le prix de l'eau est moins important. En miroir, on regarde le côté de l'ouest, il y a un faible boisement et le prix de l'eau est plus important. Donc visiblement, il y a une corrélation entre le prix et le boisement. Visiblement, le fait d'avoir un bon boisement, ça permet d'avoir une meilleure qualité de l'eau et aussi vu qu'on n'a pas à traiter l'eau pour faire en sorte de la rendre potable, eh bien si on a moins de traitement à faire, ça fait que l'eau a nécessité moins de traitement, donc moins de coûts, ce qui fait que l'eau est moins chère au bout. Alors, il n'y a pas que le boisement qui va jouer, il y a aussi d'autres paramètres aussi qu'il faudrait prendre en compte. À mon avis, notamment dans l'ouest de la France, en Bretagne, il y a aussi le socle, les roches qui constituent le sous-sol qui jouent un énorme rôle. Dans tout le reste de la France, en dehors du Massif central, on est quand même à majorité sur des sédiments, on est aussi dans des zones qui sont calcaires et ces terrains-là sont beaucoup plus propices à mieux filtrer l'eau, notamment dans les nappes phréatiques, avec un temps plus long de passage de l'eau dans les profondeurs et ça c'est un rôle de filtre qui est très intéressant qui permet d'avoir une meilleure qualité. Mais après effectivement les forêts par le jeu des racines, les racines des arbres vont permettre de récupérer plus de nitrates. Ça effectivement ont un impact là-dessus. La question aussi qu'on peut se poser, c'est au niveau du sud-ouest, on voit qu'on a beaucoup de forêts mais le prix est aussi très fort. Donc la question c'est est-ce que l'exploitation des forêts se fait d'une telle façon que finalement on a quand même des soucis de pollution dans ces zones-là, ce qui fait qu'on a un traitement d'eau qui est important et du coup l'eau coûte cher. Voilà. Donc il y a aussi d'autres effets bénéfiques en matière économique dont je voulais vous parler, c'est notamment, bon là on est pour les stations de ski etc, mais la présence de forêt, l'air de rien, ça a aussi un rôle en termes de protection des avalanches, ça permet de stabiliser un petit peu tout ça, et puis ça permet de protéger des infrastructures, donc si on peut éviter d'avoir des hôtels entiers qui sont rasés à cause d'avalanches grâce à des forêts qui sont disposées dans le secteur, ça peut être intéressant. Il y a aussi un autre élément, quand on parle de forêt, ça veut dire qu'on a une belle biodiversité, c'est la présence des pollinisateurs. Là, vous voyez, on a un exemple qui est bien connu, c'est dans le Wuhan, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est dans le Sichuan, excusez-moi. Où vous avez des personnes qui jouent le rôle des petites abeilles pour pouvoir polliniser les fleurs et obtenir les fruits de la fécondation des fleurs. Donc, l'air de rien, naturellement, vous avez des animaux, des espèces qui sont comprises dans nos écosystèmes naturels qui font le travail normalement de cette personne-là. Donc en fait, si on a un écosystème qui marche bien, ça nous éviterait d'employer des personnes qui feraient ça manuellement pour polliniser les fleurs et obtenir des fruits qui après sont récoltés. Donc voilà, en termes
de services économiques, ce qu'il faut voir, c'est que la forêt va nous apporter des services qui ont une valeur financière. Et après, il y a des débats qui se posent, c'est est-ce qu'on peut donc voir une forêt et puis lui dire cette forêt elle vaut tant, donc est-ce qu'on peut estimer le prix du vivant, et donc ça déjà c'est une question éthique, est-ce qu'on peut faire ça, puisque c'est à double tranchant. Est-ce que ça veut dire que si on tombe sur, je sais pas moi, un gisement qui vaut un certain argent, après on va comparer le prix entre le gisement et puis la forêt, et du coup on pourrait se dire bah tiens on va raser tout ça. Mais aussi il y a aussi un deuxième élément qui pose question, c'est est-ce qu'on est suffisamment capable d'évaluer techniquement la valeur de la forêt. Est-ce qu'on prend en compte vraiment tous les petits paramètres qui permettent d'avoir une bonne évaluation de l'écosystème pour éviter de sous-évaluer un écosystème et prendre le risque de peser le pour et le contre de garder une forêt à un endroit donné. Mais en tout cas, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que pour le coup des inondations, pour l'exemple des inondations, c'est que si on a une forêt qui permet de limiter les inondations, il ne faut pas oublier tout ce qui est problématique d'assurance, de dégâts qui vont être causés, etc., etc. Il y a aussi de l'aménagement du territoire avec les valeurs immobilières, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment tout un truc où on se dit, on ne fait pas automatiquement le lien entre la présence d'une forêt et puis l'impact sur le marché immobilier. Je sais que ça paraît complètement fou, mais l'air de rien, il y a plein de trucs qui se raccrochent. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'apprendre plein de choses en SVT. Bien. Allez, je vous embête pas plus, on a fini pour aujourd'hui. Continuez à bien travailler et je vous préviens, on fait encore un cours la semaine prochaine, mercredi, et après je pense vous faire des petites séances avec des devoirs, des questionnaires, etc. En gros, je vais mûrir un petit peu cette réflexion pendant ce week-end. Allez, travaillez bien, prenez soin de vous et à tout bientôt.